toutes et tous pour cette conférence. Nous sommes maintenant, je rappelle, dans un cycle de 14 conférences. Aujourd'hui, c'est la 10e, donc qui sera consacrée au changement climatique. La prochaine aura lieu le 24 mars. Elle sera consacrée au vivant et à la biodiversité dans son ensemble. Et puis ensuite, on aura une séance sur l'économie circulaire et puis les questions liées au système, mais j'introduirai ces questions tout à l'heure. Donc voilà, alors la question de l'effet de serre, évidemment, fait la une des médias maintenant et on en parle beaucoup, donc vous avez sans doute beaucoup de connaissances et d'informations sur ce sujet. Je vais aborder cette conférence un peu sous l'angle des bilans sectoriels et d'avoir un peu un ordre de grandeur des différentes activités et leur impact sur l'effet de serre, et puis mesurer un peu la distance qu'il y a entre les programmes et les politiques qui sont actuellement arrêtés et les besoins pour atteindre une trajectoire zéro carbone pour 2050. Donc, et pour ce point, je vais m'appuyer sur le rapport de l'Agence internationale de l'énergie dans le World Energy Outlook, qui est le rapport annuel, le dernier, fait effectivement est centré sur ces questions-là. Donc, je m'appuierai beaucoup sur ce document. Alors, une vision un peu globale, hein, la question de l'effet de serre, c'est bien entendu la question du carbone, et donc derrière des énergies fossiles, mais aussi du méthane, donc CH4, l'oxyde d'azote et des HFC. Donc on n'a pas seulement que la question historique, il va falloir qu'on m'apporte un verre d'eau, parce que je n'y arriverai pas. Oui, donc il n'y a pas que la question énergétique qui est en jeu, mais aussi donc la question du méthane. Évidemment, quand on regarde les différentes activités, donc 70% c'est lié à l'énergie, et vous voyez qu'il y a des activités agricoles, des procédés industriels et les déchets qui eux aussi donc ont un impact sur l'effet de serre. Donc à l'intérieur du thème énergétique, on voit que les transports sont pour à peu près 30%, d'où le débat qui est actuellement sur l'électrification du parc automobile notamment. Donc le tertiaire et le résidentiel, l'industriel 12%, et puis donc énergie 9%. Donc ça, c'est, je dirais, le panorama général en France. Si on compare un peu, alors les statistiques ne sont pas très récentes, mais elles donnent les ordres de grandeur, hein, la situation française et la situation mondiale par rapport au poids des énergies fossiles. On voit que, puisque la France a notamment le nucléaire, mais donc a un profil et surtout n'a plus d'activité charbonnière, et donc là on est effectivement, on est effectivement dans des différences entre l'approche que l'on peut développer pour la France et puis le contexte international. Donc on voit, de toute façon, tout est lié. On voit bien que la question des ressources pétrolières et la géopolitique qui est associée touche tous les pays. Le gaz, on le voit évidemment aujourd'hui avec la crise ukrainienne et les dépendances donc stratégiques dont nous sommes dépendants. Et donc, il y a donc des différences quand même assez profondes entre le panorama de la France et le panorama international. Alors maintenant, avant, et je vais beaucoup me concentrer sur l'énergie, j'aurai l'occasion dans les séances suivantes de regarder des questions hors pure énergie, mais c'est tout de même, avant d'embarquer sur la question énergétique, il y a la question effectivement du méthane, hein, donc je rappelle que c'était le deuxième gaz
à effet de serre. Hein. Le méthane a une capacité de rétention de la chaleur, donc une activité de 40 fois supérieure au CO2. Donc c'est effectivement un gaz qui est qui a une importance en matière d'effet de serre. Sa durée de vie dans l'atmosphère est beaucoup plus limitée que celle du CO2, donc néanmoins, c'est quand même un point important qui a été un peu négligé et sur lequel il y a des priorités qui sont mises actuellement. Alors, il y a déjà les zones humides et puis d'autres, donc des activités naturelles, enfin des émissions naturelles de méthane au niveau de la planète. Ça, évidemment, on ne peut pas le nier, mais néanmoins, c'est quand même l'activité humaine, donc anthropogène, est beaucoup plus importante cumulée que les émissions naturelles. Alors, il y a l'agriculture. L'agriculture est un émetteur très important en matière de méthane, hein, notamment à travers l'élevage bovin. Et puis, dans le domaine de l'énergie, il y a beaucoup de fuites au niveau de l'exploitation du pétrole. Et d'ailleurs, il y a maintenant des données nouvelles qui sont récentes, hein, montrant qu'il y a des tas de fuites un peu partout et que c'est une vraie question. Alors, pétrole, dans l'exploitation du gaz, du pétrole, du charbon, toutes ces énergies fossiles dégagent du méthane et donc contribuent à l'effet de serre. Et puis la gestion des déchets, et notamment les décharges, hein, les déchets stockés, où il y a une fermentation des produits organiques qui sont présents dans les déchets, et la fermentation produit du méthane. Et puis en partie la combustion de la biomasse. Donc ça, c'est les grands thèmes. Alors sur l'énergie, j'ai parlé des énergies fossiles. Il y a aussi la bioénergie, la production de méthane en tant qu'énergie, donc bioénergie par fermentation, mais qui peut avoir aussi des fuites et des impacts. Donc voilà, alors c'est pour mémoire, il y a quand même un grand chantier sur le méthane. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais, comme je le disais, m'appuyer sur donc le rapport donc World Energy Outlook, donc de l'Agence internationale de l'énergie, le rapport de 2021 qui est extrêmement complet et j'en ai tiré beaucoup d'éléments. Et ils partent sur 3 grands scénarios, ou du moins 3 grandes hypothèses. La première, c'est STEPS, donc c'est les State Policy Scénarios. Donc c'est les scénarios politiques qui ont été en fait décidés au moment de la COP 21 notamment, et donc qui donc sont vraiment les politiques décidées. Et là, on arrive si elles sont mises en œuvre, et encore, il faut qu'elles le soient, on arrive à 2,6 degrés d'augmentation, ce qui est évidemment bien au-delà de l'objectif de l'accord de Paris, puisque l'accord de Paris proposait une limite absolue de 2 degrés, mais si possible d'atteindre les 1,5 degrés. Donc on reste aujourd'hui sur l'hypothèse, qu'est-ce qu'on devrait développer comme politique pour rester en dessous des 1,5 degrés qui garantissent donc une certaine pérennité des équilibres planétaires et climatiques. Et donc, ça, c'est le premier scénario décidé. Le scénario APS, donc c'est Announced Pledge Scénario, c'est les engagements supplémentaires, les engagements qui ont été pris lors de la COP26, qui sont récents, mais qui, quand on fait la somme de l'ensemble des engagements des pays qui ont été proposés, on reste quand même à 2,1 degrés d'augmentation, donc on est encore au-delà de l'objectif de Paris. Et donc, le scénario Net Zero Emissions, qui est le scénario qui vise en fait à zéro émission nette en 2050. Net, ça veut dire qu'on va avoir d'un côté des émissions et de l'autre côté des puits qui vont capter le CO2. Donc, on aura une neutralité en 2050. Alors, toutes les questions se posent évidemment à quelle vitesse on va atteindre ce scénario zéro émission nette. Mais de toute façon, il faudra l'atteindre. Hein. C'est-à-dire qu'on est donc sur les délais, la Chine, je crois, annonçait 2060. Enfin bon, mais c'est de toute façon un objectif. Donc le plus tôt on l'atteindra,
moins évidemment l'accumulation de carbone ne causera d'effet. Donc en face de ces trois grandes trajectoires que l'on va détailler après en détail, montrer en détail ce que ça signifie, ben, on a des périmètres de température différents. Donc la question que je vais traiter aujourd'hui, c'est vraiment comment ces projections générales, comment ça se met en place. Alors, si on regarde maintenant l'approvisionnement en énergie primaire par combustible et pour les différents scénarios, puisque évidemment c'est les gaz donc à effet de serre qui donc les sources d'énergie fossiles qui sont la cause. Donc on va retrouver ici le charbon, le pétrole et le gaz naturel qui sont les trois formes de combustible, sachant que le gaz naturel, c'est grosso modo du CH4, et donc il y a à peu près la moitié de l'énergie est portée par la molécule, par l'atome d'hydrogène, la molécule d'hydrogène qui va s'en suivre de la combustion, alors que le charbon, c'est du CO2 pur. Donc il y a là à peu près, pour la même quantité d'énergie produite, le gaz naturel, c'est à peu près 2 fois moins d'effet de serre. C'est pour ça qu'il est proposé dans certains cas comme étant un moindre mal que le charbon, mais ça reste toujours évidemment émetteur. Il y a le nucléaire, il y a l'utilisation traditionnelle de la biomasse, parce qu'au niveau international, c'est quelque chose qui reste important, alors dans des conditions non, dans une utilisation non commerciale, c'est-à-dire qui ne faut pas l'objet de marché dans les pays en développement, mais qui est importante, le renouvelable, et puis un certain nombre d'autres formes d'énergie. Et quand on regarde les trajectoires, évidemment, la trajectoire net zéro, contribue à supprimer complètement, quasiment complètement, les combustibles fossiles à horizon de 2050, enfin en les réduisant considérablement. Et on voit notamment le charbon est réduit assez vite, dès 2040, dans ce scénario-là. Donc il y a bien l'éviction des combustibles fossiles, et notamment du charbon et du pétrole, qui sont évidemment des objectifs incontournables, mais qui posent des problèmes parce que, évidemment, c'est des ressources pour des pays, donc se pose le problème de reconversion, se pose le problème de la capacité des pays à se transformer, à l'économie pétrolière, à aller vers d'autres formes, enfin, un développement économique différent, et donc, et tous les aspects géopolitiques qui sont liés à ça, donc, qui font l'actualité, mais je n'en dirai pas plus à ce niveau-là. Donc voilà déjà les scénarios. Et si on regarde plus en détail, parce qu'il y a vraiment un objectif qui est quand même l'augmentation de l'électricité, comme étant un vecteur. L'électricité, c'est pas une énergie primaire, l'électricité, c'est une énergie secondaire, c'est un vecteur qui peut être fabriqué, qui peut être produit à partir de combustibles fossiles dans les centrales thermiques, à partir du nucléaire ou à partir du photovoltaïque ou de l'éolien. Donc c'est un vecteur, et toute la question, c'est que beaucoup d'usages électriques vont se développer, et donc il va y avoir donc une augmentation de la consommation d'électricité. Et vous voyez que l'électrification est principalement due justement au net zéro, donc au scénario donc net en matière de réduction de l'effet de serre. Donc on est bien avec une électrification. Alors évidemment, selon les scénarios, on a différents contenus de l'apport énergétique. On voit que le solaire photovoltaïque va prendre une part différente, un peu autour de 20% ou montant à 30%. Vous avez l'éolien terrestre, l'éolien en mer, et vous voyez que quand on regarde ces trois formes un peu nouvelles d'énergie, dans le scénario bas carbone, on est à peu près à 70% de fourniture par ces formes d'énergie. Et puis, on voit le nucléaire, je reparlerai de cette question tout à l'heure. Alors, l'hydrogène, c'est une énergie secondaire, c'est pas vraiment de l'électricité, mais elle permet en pile à combustible de fournir de l'électricité. Et donc là, vous avez les différentes formes donc d'origine de l'électricité. Évidemment, les scénarios sont très différents selon les pays.
Alors, maintenant on veut essayer de regarder plus précisément comment ça se passe par forme d'industrie, par type d'industrie. Si vous avez l'électricité et la chaleur, on voit que la diminution en production au niveau mondial, donc en gigatonnes de CO2, doit passer, alors selon les scénarios, vous voyez que le scénario des engagements STEP n'est que de passer que de 14 à 10 gigatonnes de carbone, et il en reste beaucoup, et que donc il faut faire tout le reste du chemin. Les engagements, les pledges, c'est la moitié du chemin, et que donc pour aller vraiment à zéro émission, il faut descendre, en dessous, enfin, on peut passer en dessous de zéro émission, et c'est l'objet du scénario NZE. L'industrie de la même façon. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que en industrie, le scénario STEP de base conduit à augmenter la consommation donc de l'industrie, ainsi que les transports d'ailleurs. Et donc, en revanche, le scénario des pledges permet de diminuer un peu, mais évidemment, on voit que là, on peut aller moins loin que le zéro au niveau de l'industrie, mais tout de même, l'objectif serait de se rapprocher de ce zéro. Le secteur des transports est affecté de la même façon, avec une augmentation et puis des diminutions, alors qui passent notamment par l'électrification du parc. C'est de partir de moteurs à explosion pour aller vers l'électricité avec toutes les formes de production d'électricité dont on parlait tout à l'heure. Le secteur des bâtiments, alors je le traiterai aujourd'hui, mais on reviendra dessus plus précisément dans une séance ultérieure. Le secteur des bâtiments, on voit bien que c'est un secteur où il y avait déjà des objectifs de réduction dans les programmes de politique, à travers soit le neuf avec des normes de construction, d'isolation et de confort qui baissent le recours à des énergies, et puis la rénovation. Et donc, c'est en fait à quel niveau d'ambition on va sur le bâtiment, et on peut envisager effectivement le bâtiment zéro énergie, donc le bâtiment même à énergie positive. C'est une question sur laquelle je reviendrai, parce que regarder le bâtiment uniquement par la forme, par la consommation d'énergie et par la production éventuelle, donc par des photopiles ou d'autres dispositifs, n'est qu'un des éléments, puisqu'il y a une très grande partie du bilan carbone du bâtiment, une fois qu'on est sur des bâtiments très fortement isolés, donc à faible besoin en énergie. À ce moment-là, la part la plus importante de l'impact sur l'effet de serre, sur la durée de vie du bâtiment, ce sont les matériaux, qui est une question qui est oubliée et qui est complètement oubliée, on le verra dans le scénario de l'Agence internationale de l'énergie, mais il se focalise sur son schéma, qui est l'énergie. L'agence s'occupe d'énergie. Donc voilà quand même les nécessités, les tendances. Alors ce qui est intéressant ici, c'est dans le scénario, vous voyez la différence entre les engagements actés et le scénario basse émission, avec l'objectif ici en 2030 de passer aux alentours de 35 à un peu plus de 20. Donc vous voyez, on est vers le chemin allant vers zéro en 2050, mais il faut bien faire une partie du chemin déjà dans les 10 années à venir. C'est l'objectif. La cohérence, c'est que chaque tranche de 10 ans, on se fait une partie du chemin, un tiers du chemin. Donc là, on est sur un tiers du chemin. Et ce qui est intéressant, il y a ici l'Agence internationale de l'énergie a classé les solutions en 4 grandes catégories. Le retrait anticipé des activités polluantes, là c'est fermer des centrales, c'est fermer donc un certain nombre d'activités, c'est supprimer un certain nombre d'activités qui, elles, sont polluantes et que donc il faut les arrêter, ce qui pose évidemment des tas de problèmes. Rendre propre des activités polluantes, c'est-à-dire venir les modifier, venir apporter alors ça va être le passage de la voiture à essence à la voiture électrique.
Le développement d'activités à faible donc émission, là on est dans des solutions plus structurelles, hein, c'est-à-dire qu'on là on va se poser par exemple pour les transports des questions de développement de transport collectif ou d'organisation de la ville et de la logistique et de donc les échanges, les transports, la mobilité, pardon. Donc on est déjà dans une approche plus systémique et structurelle. Et puis alors les changements de comportement et la demande évitée qui est sur des nouveaux modèles de consommation. Je finirai sur ces deux derniers points parce que ce sont ceux sur lesquels les scénarios sont les plus faibles et sur lesquels on pourra s'interroger du point de vue que l'on doit développer, mais ce sera ma conclusion. Donc, alors du côté français, parce que là j'ai pris un peu le panorama international, du côté français. J'ai donc la stratégie hein, donc, française, notamment la loi énergie-climat de 2019. Alors ça, il y a une stratégie bas carbone qui évolue, mais voilà les objectifs qui étaient donnés. Donc l'objectif 2050 étant la neutralité carbone, hein, déjà, en 2050, avec un objectif de moins 40% d'ici 2030, hein, par rapport à 1990, donc avec des affectations par filière et donc une approche découpée de la même façon que l'Agence internationale de l'énergie, par grand secteur, comment on affecte en fait les émissions possibles, donc avec une approche un peu descendante. Donc il y a des plafonds d'émissions par type d'activité dans la stratégie bas carbone. Donc on a une certaine cohérence vis-à-vis de cela, vis-à-vis des objectifs évidemment internationaux. Depuis la COP 26, les objectifs au niveau européen notamment se sont accélérés, 55%. Donc on d'ici pour 2030, donc il y a une accélération voulue, mais qui n'est pas encore traduite dans le droit et dans les stratégies actuellement. Je finis ce panorama initial un peu général par développer celle des puits. Alors là, on est encore dans on est dans des chiffres français, hein, donc c'est la stratégie nationale bas carbone, hein, donc de mars 2020, hein, donc la version la plus récente disponible, qui fait état un peu des puits de carbone. Donc on voit à gauche, le plus sombre ici, c'est ce qu'il y a qui a été émis, et puis à droite, c'est les projections des évolutions. Alors on voit que vous avez le plus gros, donc c'est la forêt, et l'augmentation de la surface forestière contribue à augmenter évidemment le stockage de carbone. Les prairies, et les prairies c'est principalement, et là il faut voir que, y compris d'ailleurs pour la forêt, ce n'est pas que la partie aérienne qui est en jeu, mais c'est aussi le sol et la teneur en carbone dans le sol qui est importante. Et donc c'est là où se stocke finalement le carbone. Et puis, il y a aussi dans les stocks le stock de carbone dans les produits du bois, c'est-à-dire la construction en bois ou tout ce qui fait que le bois va être stocké de façon de long terme et donc soustrait au carbone. À grande différence d'ailleurs avec le bois énergie qui, lui, est recédé directement à l'atmosphère et des études sont sorties étant très critiques d'ailleurs sur le bois énergie, puisque la question que le bois qu'on va brûler aujourd'hui soit d'origine charbon ou d'origine du bois, c'est ce qui s'était passé avant. Donc on y est. La vraie question, c'est est-ce qu'il se reconstitue? Et donc le rythme auquel le bois qu'on a coupé va se reconstituer. Et là, les délais peuvent être très longs et au point que finalement, certains considèrent que le bois énergie contribue plus à l'effet de serre que l'utilisation du charbon, ce qui peut paraître un peu comme un paradoxe, mais comme l'efficacité énergétique du bois n'est pas aussi bonne que celle du charbon, il y a là des limites. Alors, j'en discuterai pas plus ici, mais je le citais puisque le bois va stocker. Donc, le bois utilisé dans la construction est un stock de carbone et pas du tout une émission
contrairement à la variation de l'énergie. Alors, au-dessus, dans les émissions, dans les changements des terres, donc dans le changement de l'affectation des terres, il y a deux thèmes. Donc, c'est les cultures, c'est-à-dire les modes de culture ont conduit à soustraire beaucoup de carbone du sol, à rendre stériles plus ou moins les sols avec des adjuvants chimiques, mais sans avoir un sol riche stockant du carbone. Et donc, il y a là une dégradation, enfin une émission de carbone importante sur les années et qui devrait être petit à petit être réduit à travers des pratiques culturelles différentes, mais j'en reparlerai au moment de la séance prochaine sur les questions de biodiversité. Donc voilà et puis aussi l'artificialisation des sols, hein, qui est la zone grise ici, qui est aussi une question qui est très, très conflictuelle, hein, puisque en fait, aussi pour des questions de biodiversité, on est conduit à arrêter l'artificialisation nette des territoires qui conduit à ces émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à un impact sur la biodiversité et l'ensemble des écosystèmes, qui est une question très importante, mais qui évidemment pose le problème puisque le modèle à la fois mental et puis de développement consistant à construire toujours sur des nouvelles zones, à se développer que ce soit au niveau industriel que donc dans les activités économiques que pour l'habitat. Donc il faut l'arrêter et là ça pose évidemment un problème politique qui est loin d'être négligeable. Donc voilà les scénarios, généraux. Est-ce que peut-être à ce niveau-là, y a-t-il des questions, des commentaires? Alors, oui, il y a une question, c'est au niveau du graphique de la diapo, donc 14, celle juste avant. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus en détail les axes pour les différentes courbes? L'axe Y, Alors en DY. fait, oui, l'axe horizontal, j'aurais dû le dire, l'axe horizontal, c'est le temps. À gauche, on est en 1990. C'est vrai que les caractères, j'ai repris un schéma existant, mais les caractères étaient un peu faibles. Il faudrait que je le retravaille, mais bon, je n'ai pas eu le temps de le faire. Au milieu, c'est 2018, donc ça, en blanc, là, c'est où on est aujourd'hui. Et à droite, c'est 2050. Donc voilà l'échelle temporelle. Donc c'est l'évolution dans le temps entre 1990 au début et 2050 à droite. Et puis l'échelle verticale, c'est le nombre de tonnes de CO2 équivalent, soit émis en positif, soit absorbé en négatif. Donc la ligne 0, c'est la neutralité. Tout ce qui est au-dessus, ce sont des émissions nettes de gaz à effet de serre, donc contribution à l'effet de serre. Donc les deux grandes contributions, c'est les pratiques culturelles et l'artificialisation des sols qui contribuent donc à l'effet de serre et donc dont les stratégies visent à les diminuer progressivement au cours du temps. Et puis deuxièmement, en dessous, donc, ce sont les puits de carbone, c'est-à-dire le carbone qui est absorbé par ces différentes zones et qui vont, donc la forêt, les prairies, et qui vont finalement capter du carbone. Donc voilà, est-ce que c'est plus clair? Y a-t-il d'autres questions? Alors oui, il y en avait une dernière, donc de Monsieur Yves Pariol. Comment on peut expliquer la réduction de l'absorption par les forêts du carbone? Alors, là, je pense que c'est en grande partie dû au développement de la forêt, hein, au développement de la surface de forêt. Alors, pourquoi ça diminue? Ben parce qu'on va exploiter la forêt, je pense, avec d'ailleurs des grandes questions sur la façon dont on exploite la forêt et comment on replante et comment effectivement on maintient le carbone dans le sol. Donc il y a aussi des tas de questions qui se posent à ce niveau-là. Mais donc a priori, on considère que le, 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 dans les scénarios, on ne va pas augmenter considérablement la surface forestière et donc petit à petit ce puits va d'une certaine façon se réduire. Mais on a au-dessus quand même des émissions qui vont diminuer aussi et donc le bilan, vous voyez que le bilan, la courbe linéaire là, c'est la variation, donc le puits, le puits global. Donc on va pouvoir faire croître, je dirais, le puits de carbone, mais pas simplement par la forêt, mais aussi par les autres changements de pratique. Voilà, d'autres questions?
A priori, il y avait donc Monsieur Thomas Monnier, oui, qui voulait poser une Oui, question. Son micro est ouvert. merci. D'abord, merci pour la conférence. J'avais une question par rapport à l'énergie. C'est sur la consommation du territoire français. On est d'accord que ça ne prend pas en compte tous les impacts qui sont liés aux importations de produits manufacturés, étant donné qu'en Oui, fait, aujourd'hui, il y a quand même je vais en beaucoup de parler, choses qui sont pas faites chez nous. je vais en parler tout de suite après. Donc Ok. effectivement, là, comment dire, je donne ce qui est euh, dans le champ à la fois de la politique française, donc les engagements français, mais qui ne prennent pas en compte effectivement l'empreinte carbone, mais j'en reparlerai tout à l'heure, hein, ça va être l'objet un peu de la suite, et puis et au niveau donc des engagements, et quand on regarde les statistiques de l'Agence internationale de l'énergie, on est aussi dans une approche très descendante par secteur, et donc c'est la question des échanges de carbone importés dans les produits n'est pas vraiment intégré. Je l'ai cité en partie à travers les matériaux tout à l'heure, hein, puisque la matière, enfin les matériaux de construction sont affectés dans le, dans le bilan énergétique et le bilan de l'Agence internationale de l'énergie dans industrie, les matériaux industriels. Et donc, on a là une limite, mais je reviendrai sur cette question. Je propose de continuer, puis on reprendra des questions plus tard. Donc, alors là, donc j'ai donné un peu un panorama général, donc je vais redonner, issu du rapport de l'Agence internationale de l'énergie, les scénarios 2030. Alors je rappelle, hein, 2030, c'est demain, ça veut dire que grosso modo, d'ici 2030, on ne peut pas attendre d'innovation, on ne peut même pas attendre de nouvelles centrales nucléaires parce que, quelle qu'elle soit, ce sera bien après cette échéance qu'elle pourrait être éventuellement disponible. Alors là, j'ai laissé en anglais, mais donc donc les jalons ici, c'est sur un certain nombre de secteurs industriels les questions. Alors vous voyez comment on lit ce graphique. En bleu, on a donc le scénario STEPS, donc les, le pourcentage de l'objectif de réduction nécessaire pour avoir cette courbe 2030 qui nous conduit à zéro en 2050. Hein. Donc vous voyez que sur la partie, alors en orange c'est ce qui est additionnel du fait des APS, donc des pledges, et puis par contre en vert assuré, c'est ce qui manque. C'est le manque pour atteindre le net zéro. Alors on voit par exemple sur le ciment, le ciment, on est très loin de l'objectif, le ciment zéro carbone. Et alors il y a des ciments bas carbone, il y a des choses qui commencent à sortir, mais elles ne sont pas d'ici 2030 significatives sur le marché au point d'atteindre 100% de l'objectif. Donc la partie clinker au ciment, parce qu'il y a le recyclage possible. Donc là aussi, vous voyez, on est très loin. L'usage de l'hydrogène, donc on veut développer l'hydrogène, encore faut-il pouvoir pour l'exploitation de l'acier ou de en sidérurgie. Donc l'usage de l'hydrogène en sidérurgie, vous voyez que là aussi on est à peine à 20, un peu plus de 20% dans les pledges. Et donc vous voyez que pour atteindre les 100% de ce qui serait nécessaire, on est encore très loin. La production sous le base de recyclage, donc c'est vrai que le recyclage de l'acier, qui est quand même un des domaines où le recyclage est le plus développé, hein. Il faut savoir, je crois que c'est 70% de l'acier utilisé est en recyclage. Ça n'empêche pas que l'augmentation de son usage fait que les ressources sont quand même limitées. Et donc là, on est évidemment plus près de l'objectif. En chimie, bon, entre d'une part des procédés innovants que l'on attend ou le recyclage du plastique. Le recyclage du plastique, on est un petit peu plus avancé. Donc oui, finalement, les deux volets qui permettent un peu d'être plus proches, ce qui est lié à l'économie circulaire, c'est au recyclage des déchets. Donc vous voyez qu'il y a un couplage entre la question climatique vue à travers l'énergie, et puis celle des déchets qu'on retrouve ici.
Alors ça, c'est sur le scénario industrie. Si on reprend la même logique sur les transports, on va avoir donc les grands domaines. Donc, à gauche, donc le rail. Donc le rail, vous voyez, on est plus près de l'objectif. L'aviation, on en est très loin. Alors, on annonce effectivement des consommations de carburants alternatifs, on pense à l'hydrogène, on pense aussi à des biocarburants. Encore faut-il voir l'impact sur le système énergétique de ces formes d'énergie. Les transports lourds, les poids lourds, vous voyez, on est très loin de l'objectif. Les bus, un peu mieux, parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui sont impliquées à ce niveau-là, donc il y a des transports aussi dus à la pollution locale qui font qu'on essaie de se dégager du diesel et d'un certain nombre de combustibles fossiles. Sur les véhicules 2 roues ou les véhicules légers, vous voyez, on est encore donc loin de l'objectif qui serait en fait l'électrification dont on a parlé tout à l'heure. Donc vous voyez que le secteur des transports a encore beaucoup de choses à faire. Et enfin, sur le secteur du bâtiment, je vous avais dit que je reviendrai dessus, mais je donne quand même l'approche de l'Agence internationale de l'énergie sur le bâtiment. Donc la rénovation, donc au niveau mondial, alors la rénovation, elle touche principalement les pays développés, puisque en France, je crois que le renouvellement, c'est 1% du parc qui est renouvelé chaque année. Donc on est beaucoup dans, on n'est pas dans le neuf, même si les normes dans le neuf sont essentielles, mais on est beaucoup dans la rénovation. Et donc l'Europe d'ailleurs a fixé un objectif 2030 très ambitieux en matière de rénovation. L'idée étant de doubler la rénovation par rapport à ce qui est prévu. D'ailleurs, on voit bien, on est dans ces ordres de grandeur ici. Nécessité de doubler cela. Et ça s'appelle la Renovation Wave, la vague de rénovation. Mais là, on n'est pas du tout aligné en France sur ces objectifs. Ça pose des questions, mais que j'évoquerai dans une séance ultérieure. Les pompes à chaleur, qui est aussi un lien avec l'électrification, mais on peut nourrir les pompes à chaleur avec aussi du photovoltaïque. Il y a des systèmes énergétiques de ce type-là, mais donc on est loin de l'objectif tout de même. Le renouvelable, l'usage des LED, et puis l'efficacité du management. Donc, vous voyez que dans le domaine du bâtiment, on est un petit peu plus proche des trajectoires envisagées, mais on n'est quand même pas au bout de l'échelle. Alors, ce qui montre, bon, j'ai quand même pris ce schéma, mais donc toujours dans le même rapport, mais qui pose justement le problème de ce qui est un peu les externalités pour l'Agence internationale de l'énergie, puisque ici on met dans le même schéma l'impact du changement de comportement et de l'efficacité des matériaux par secteur. Alors, vous voyez, c'est pas du tout la même chose, mais néanmoins, ouais, c'est tout ce qui n'est pas l'énergie au sens énergie. Donc dans l'industrie, c'est l'extension de la durée de vie, le design de la construction, le recyclage. Donc, vous avez une partie sur l'énergie, vous avez une partie sur les transports et sur le bâtiment. Mais à chaque fois, on est dans des aspects, low car cities, donc la ville bas usage de la voiture, donc c'est le transport collectif, etc. Tout ça est un peu mélangé, mais on voit bien que c'est tout ce qui est un peu hors énergie et du côté du comportement. Évidemment, on voit qu'il y a une grande différence entre les pledges et donc les engagements limités et ce qui est nécessaire sur un scénario zéro carbone. Donc voilà je dirais le panorama que l'on peut tirer du schéma de l'Agence internationale de l'énergie. Donc alors, on n'apprend pas beaucoup de choses parce qu'on sait bien qu'on n'est pas dans la trajectoire actuellement du zéro carbone, on en est loin. Et ce qui est intéressant, c'est que on donne beaucoup plus de détails précis par secteur et par activité. Donc je vous renvoie à la lecture de ce rapport. Alors l'actualité récente nous a fourni deux rapports, je les cite assez rapidement. Donc en France, là qui portent sur la France,
et avec donc des options un peu différentes et qui ont fait l'objet un peu du débat politique récent, puisque le président Macron a décidé donc un programme nucléaire et donc dans les scénarios qui étaient proposés, notamment ceux par RTE, le choix a été fait de prendre celui où il y avait le nucléaire en tête. Mais je vous donne quand même quelques exemples. Alors, l'ADEME avait fait un scénario en quatre, enfin il y avait 4 scénarios, donc c'est un peu une vision de prospective, avec un scénario génération frugale, donc avec une logique très axée sur le changement des consommateurs, sur des changements de comportement, sur les innovations comportementales, organisationnelles, technologiques. Et donc, le changement est vraiment conduit par la contrainte d'une part et puis par la sobriété de l'autre. Donc, une vision je dirais, très limitante, donc, que d'aucuns ne pourraient pas dire donc, de l'écologie punitive, mais enfin avec une approche quand même assez frugale. Deuxième approche qui est plutôt territoriale, donc la société se transforme dans une gouvernance partagée et de coopération au niveau des territoires. Donc il y a l'idée, c'est le territoire permet de développer des activités, d'atteindre la neutralité carbone par la coopération sur les territoires, par la production de valeur, etc. Donc ça, c'est une autre approche. La troisième, c'est l'idée, c'est la technologie qui va résoudre les questions. Donc ne nous posons pas des questions sociales ou territoriales, on va faire de la technologie, on va investir dans des technologies, je dirais, au niveau national et international, et puis ça va dérouler les solutions. Et puis la quatrième, qui est un peu le scénario du pire, c'est finalement, on parie qu'on va pouvoir réparer les choses, que finalement, on va s'adapter, on va faire des programmes d'adaptation. D'ailleurs, c'est le grand sujet aujourd'hui, résilience, adaptation, comment on fait pour s'adapter. Alors, cette approche, c'est une approche par scénario, donc elle est volontairement un peu mettant en opposition les différentes options. Mais ce qui est intéressant, donc la réalité se combinera un peu, mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement ce qu'il y a derrière ces différents scénarios. D'abord, globalement, on est dans la demande d'énergie à la baisse, donc c'est une sobriété de l'utilisation de l'énergie. Donc, on a vu qu'il y avait des objectifs d'augmentation de l'électricité, mais là, on est aussi dans la diminution des besoins en énergie, donc avec donc, une diminution de l'énergie. Et puis, vous voyez, entre le scénario frugal à S1, où on est à 790, j'aurais pu mettre l'unité, elle n'y est pas là-dessus. Bon. Et donc, et puis le scénario S4, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de différences. Et puis une des grandes différences, c'est aussi l'usage des énergies renouvelables. Et vous voyez que dans le scénario donc S1, on est à 88% de l'apport de l'énergie par le renouvelable. Donc, on est sur les scénarios. Alors, on est en 2050, hein, donc il faut atteindre 2050 et on n'est pas 2030 comme ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, voilà les scénarios de l'ADEME. Le RTE, donc le RTE, c'est le gestionnaire du réseau de transport électrique qui est finalement pas tellement indexé, son activité n'est pas indexée à la diminution. Hein, donc, il y a là, vous voyez, une perspective qui est un peu différente, avec donc une augmentation de l'électricité, c'est assez cohérent avec ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, avec une diminution des sources hors électricité. Donc au milieu, on a 2020, hein, 1960 à gauche et 2050 à droite. Donc on voit bien que la partie charbon a disparu hein, en France, hein, donc on n'y est plus, c'est la partie la plus noire. La partie grise sombre, c'est le pétrole, donc là on arrive à zéro utilisation du pétrole en 2050. Le gaz est en réduction, pas si importante que ça, mais en réduction. Et puis le bois et les déchets, enfin donc les sources d'énergie hors électricité, donc avec une diminution et une augmentation de la partie électrique. Et donc ici en rouge, avec le point d'interrogation, ben, c'est comment on comble cette électricité. Est-ce qu'on le fait par du nucléaire ou par du renouvelable?
avec donc à l'intérieur des scénarios, vous voyez les différents scénarios qui sont proposés par RTE vont donner une part plus ou moins importante en 2030 ici, hein, donc la déclinaison 2030, une part plus ou moins importante du nucléaire en 2030. Alors là, on est uniquement dans le recarénage et pour le nucléaire et dans l'augmentation de la durée de vie des centrales, puisque aucune centrale nouvelle ne pourrait être en exploitation avant 2030, même si on la décidait aujourd'hui. Donc voilà un peu les panoramas. Je vais alors peut-être des questions et après je finirai une conclusion assez brève. Y a-t-il des questions, des commentaires? Alors, Non. pas de questions à l'écrit. Après, les micros sont ouverts. Donc, si les personnes ont des questions, ben, vous pouvez allumer vos micros. Écoutez, s'il n'y en a pas, je vais finir donc par la demande et la consommation. On a vu finalement que l'approche, l'ADEME ébauche ces questions de mode de vie, de consommation, à travers les deux scénarios, à travers le scénario frugal ou le scénario local, mais qui sont effectivement font un pari un peu du changement des modes de consommation liés à tout cela. Sinon, RTE n'est pas vraiment dans cette logique-là, même si la question des diminutions de consommation et d'économie d'énergie et fait partie du scénario. Alors, pourquoi il faut basculer du côté de la consommation? Donc, on a déjà vu un certain nombre d'éléments liés pour aller jusqu'au bout, et ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, il y a des changements de comportement, il y a des choses qui sont, bon voilà, mais qui ne sont pas du côté de la production d'énergie, donc qui échappent un peu quand même à leur vision. Et donc, il y a deux arguments, en fait, qui nous nécessitent à basculer du côté de la consommation. Le premier, ça a été cité donc, tout à l'heure, donc j'avais dit qu'on en reparlerait, c'est celui du CO2 contenu dans les produits et les services enfin, qui s'échangent au niveau international. Parce que, évidemment, vous avez donc des consommations qui ont nécessité des émissions de gaz à effet de serre pour être produites. Et évidemment, les pays exportateurs sont exportateurs de carbone, notamment, on voit la Russie, on voit la Chine. Et que donc, la question de la responsabilité aujourd'hui est posée parce que les accords internationaux, c'est les émissions des pays en matière d'effet de serre. Donc la Chine rend compte de l'ensemble de ces émissions sur son territoire et un certain nombre des émissions sont faites pour le compte des consommateurs occidentaux. Et donc la question c'est, faut-il, est-ce qu'on se limite à la production? Donc oui, on voit l'Agence internationale de l'énergie, c'est la production d'énergie. Est-ce qu'on se limite à la production? Et on se limite au périmètre géographique lié à la production. Et donc la question est posée, c'est celle de l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone, c'est on ne va plus comptabiliser par la production sur le territoire, mais par la consommation, et qui permet de remonter jusqu'aux productions initiales. Et là, évidemment, le schéma n'est pas du tout le même. Alors que l'on montre que la France a diminué ses émissions au cours du temps, en fait, les émissions qui ont été dues aux consommations en France ont augmenté. Et si on ramène ça, vous voyez que ici, les chiffres en haut, donc l'empreinte carbone en 1995 de la France était de 623 donc, millions de tonnes équivalent carbone, et par tête, c'était 10,5 tonnes de carbone par habitant. Au cours du temps, on est monté, vous voyez, et aujourd'hui, donc là c'est en 2018, on était à 749. Alors, on est un peu moins que les 757 ici de 2011, mais globalement, on est quand même sans un vrai changement. Et donc, le français moyen en 2018, le français moyen en 2018 rejette 11 tonnes de carbone, alors qu'en en 1995, il n'en rejetait que 10,5.
Donc en fait, la trajectoire dite vertueuse que l'on affiche au niveau français est en grande partie due à finalement aux délocalisations et à la désindustrialisation. Une grande part donc du chemin fait, c'est simplement qu'on a transféré les émissions dans d'autres pays. Donc, quand on parle aujourd'hui de réindustrialisation française, de relocalisation des activités, on va relocaliser aussi le sac à dos écologique, comme diraient certains, c'est-à-dire vraiment l'impact qui est lié aux productions. Donc, il est nécessaire, donc la stratégie ici, j'ai tiré ce schéma de la stratégie nationale bas carbone, donc de mars 2020, donc ces chiffres, mais pour l'instant, les politiques n'y répondent pas. Donc, comment on peut répondre je dirais, à baisser effectivement l'impact? Alors, même si on n'a pas d'engagement formel là-dessus, mais on va être de plus en plus obligé de le faire. Une des façons d'ailleurs qui est envisagée, c'est ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières, c'est-à-dire parce que dans les productions de ces pays-là, il y a des productions, en Chine, les productions c'est à partir de charbon, donc évidemment l'effet de serre est beaucoup plus important que si on le produisait en France à partir du patrimoine de la production française, du nucléaire. Mais donc la question est évidemment posée. Donc il faut raisonner cycle de vie. Et donc on a effectivement au niveau, pardon, j'avais perdu le fil, la taxe carbone aux frontières vise justement à éviter qu'il y ait un dumping carbone et que l'on importe des choses qui, parce qu'on va taxer plus le carbone chez nous, vont faciliter l'importation de produits qui, eux, émettent plus de carbone. Donc c'est une initiative européenne qui traîne depuis longtemps. Moi, je l'avais inscrit dans la stratégie de développement durable en 2005. Donc c'est un vieux, enfin, une vieille idée, mais qui a beaucoup de mal à s'imposer. Alors donc, si je reprends le World Energy Outlook, ils ont quand même à un moment montré la différence entre l'efficacité énergétique, la demande évitée et le changement de comportement. Donc, on voit qu'il y a là, dans les différents secteurs, dans les transports, dans le résidentiel, dans les services, dans l'industrie, on voit qu'il y a des comportements ou des activités. Changement de comportement, c'est évidemment la localisation, c'est l'usage des systèmes de transport. Donc on voit qu'il y a des niveaux d'intervention qui ne sont pas ceux de la production d'énergie, mais qui sont bien au niveau des utilisations. Donc je finis donc cette conférence pour ouvrir à des pistes que je traiterai dans les séances prochaines. Mon propos, c'est de dire que finalement, l'approche planificatrice descendante par secteurs industriels nationaux, qui est quand même celle qui sert de base à toute la statistique dont on a parlé, donc les découpages statistiques, les modèles macroéconomiques, notamment le raisonnement sur le prix du carbone, donc on raisonne au niveau global sur le prix du carbone, en fait, ne permettent pas d'aborder une grande partie des chemins donc zéro carbone, zéro émission. Donc il faut basculer sur des approches qui prennent en compte beaucoup plus les modes de consommation et de production, notamment donc au niveau onusien, on est sur l'objectif de développement durable 12, donc les modes de consommation et de production. Au passage, je vous ferai noter qu'on parle dans l'objectif de développement durable de mode de consommation et de production, ce qui paraissait peu logique pour certains en disant mais on commence par produire avant de consommer. La logique voulue par ce programme et cette réflexion, c'est qu'on se pose le problème du consommateur, du service apporté, et la production est au service de la consommation et des besoins, et pas l'inverse. Donc, ça, je cite ça au passage. Donc, ça nécessite aussi l'intégration des autres questions environnementales, parce qu'il n'y a pas que l'énergie, il n'y a pas que le climat, il y a aussi la biodiversité, il y a les pollutions, il y a les ressources. Et donc, je rappellerai que quand on a voulu généraliser le diesel, c'est parce qu'en termes énergétiques, c'était un peu meilleur que l'essence. Sauf qu'on s'est retrouvé avec les pollutions à côté. Donc, il y a aujourd'hui la nécessité d'intégrer l'ensemble des questions environnementales, donc d'être multi-critères. Et puis, d'avoir des approches par le cycle de vie des produits et des services pour effectivement d'optimiser l'ensemble des questions
et l'ensemble des étapes du cycle de vie. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier du pôle éco-conception, hein. C'est à la fois de promouvoir l'approche cycle de vie et multi-critères, et pas simplement climatique, parce que toutes ces questions sont liées les unes avec les autres. Et puis, à travers des approches territoriales, du bâti, des infrastructures, c'est au niveau de la ville que se constitue finalement un certain nombre de solutions, parce qu'on va pouvoir intégrer les biomatériaux avec la gestion des écosystèmes, avec la gestion du bâti. Vous voyez qu'on a là des systèmes qui vont se développer au niveau des territoires. Je consacrerai donc la dernière séance de ce cycle à cette question-là. Et puis aussi des approches vraiment transformatives du marché. On a eu une séance sur l'innovation, mais c'est vraiment à travers la transformation des marchés, des consommations et des productions. Donc c'est vraiment là où se situe une grande partie de ce qu'on pourra réaliser. Donc je proposerai dans les séances prochaines d'explorer ces questions-là qui, pour moi, sont trop peu considérées à travers les approches un peu des grands programmes, des modèles globaux et qui font en fait appel à des questions qu'on voit différemment si on les voit au ras du sol et au ras des solutions et au ras du terrain. Voilà, je vous remercie. Alors, y a-t-il quelques questions et quelques réflexions pour finir? Alors, on a une question, oula, qui est longue, donc. Pensez-vous que le niveau de CO2 émis de façon individuelle va diminuer dans les prochaines années? Il faudrait normalement que chaque personne émette autour de 2 tonnes de CO2 par an. Comment voyez-vous les solutions? Bah, je pense oui, il faudra baisser effectivement individuellement. Alors, se pose d'ailleurs une question d'équité, hein, là, parce qu'effectivement, on se rend compte que les émissions par tête sont très différentes en fonction du niveau de vie, hein, et donc on voit bien que les hyper riches font n'importe quoi, hein, quand on voit que les hyper riches, certains veulent se balader faire du tourisme spatial, donc là on est vraiment dans le délire. Donc, mais aussi donc des modes de consommation ostentatoires ou enfin qui représentent un peu donc le statut social finalement, valorise donc des comportements qui eux sont bien au-delà des 2 tonnes par habitant. Donc il y a cette question-là, mais effectivement l'objectif c'est vraiment la convergence au niveau planétaire vers ces deux tonnes par habitant, voire moins, et donc avec donc des objectifs qui sont pour les pays en développement de se développer et d'atteindre un niveau acceptable de développement en restant bas carbone, et puis pour nos pays de diminuer considérablement. Donc, comment on diminue? C'était un peu l'objectif de l'ensemble de la conférence aujourd'hui, et on ne passera pas par, enfin, on ne s'empêchera pas de poser la question, effectivement, à la fois des responsabilités individuelles et des comportements, sachant que de toute façon, ceux qui pensent qu'il suffit de donner un prix du carbone et de faire de la fiscalité pour que ça se débrouille tout seul, on voit bien que la crise des gilets jaunes a été là pour nous le montrer, qu'on ne peut pas piloter des questions si complexes simplement par le prix du carbone et en taxant les gens, mais bien en voyant pourquoi les gens habitent loin de leur lieu de travail, comment s'organise l'aménagement du territoire, quelles sont l'offre qu'on peut faire pour en face des besoins nouveaux en matière d'habitat, etc. et donc d'urbanisme. Donc on a là des enjeux qui doivent aussi se faire de façon positive parce qu'on offre comme alternative et pas par la contrainte uniquement. Donc là, on a effectivement, c'est le grand enjeu, de faire converger donc l'impact individuel vers quelque chose qui est acceptable, d'où des approches effectivement d'individualisation des impacts, se poser, savoir combien on pèse à travers déjà les résultats, enfin, les réseaux connectés, etc. Enfin, il y a aujourd'hui devant nous un certain nombre aussi d'options qui vont s'offrir pour donner à chacun l'information qui lui permet de s'orienter même par rapport à son propre impact, parce que les gens ne se rendent pas vraiment compte de l'impact qu'ils ont. Alors, on a déjà des affichages hein, sur les transports. Quand vous prenez le train, quand vous prenez les transports, vous avez de plus en plus l'affichage du carbone émis, mais enfin, on n'a pas fait encore la somme individuelle, donc il y a encore du travail à faire. Voilà, y a-t-il d'autres questions?
Alors oui, peut-on considérer les matériaux écologiques pour la construction à base des granulats végétaux comme une solution qui est réalisable pour minimiser les émissions de CO2? Alors, c'est une question que je traiterai de façon un peu plus approfondie par la suite. Oui, les biomatériaux, c'est vraiment une option intéressante qui permet effectivement des isolants. Toute la question est de savoir d'où on l'extrait et comment. Et que donc c'est l'impact des différentes productions par rapport à d'autres, par rapport à l'usage des terres, par rapport à d'autres, par rapport à la biodiversité, etc. Donc on voit par exemple qu'il y a des constructions qui utilisent la paille. La paille a un intérêt, c'est que c'est vraiment un renouvellement rapide. C'est-à-dire que vous renouvelez la paille enfin, tous les jours, enfin tous les ans. Quand vous êtes sur des stocks de carbone dans la forêt, après il faut voir effectivement le bilan général. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la question effectivement des biomatériaux, à la fois pour apporter le service en matière d'isolation, mais aussi parce que ça apporte je dirais, ça capte et ça stocke en fait du carbone sur la longue durée. Donc c'est autant de ça qui est extrait de l'environnement. Par contre, se pose le problème effectivement de leur production, et moi c'est ce que je vais plaider dans la séance qui sera consacrée à cela, de la nécessité de prendre en compte donc vraiment le système de production de ces biomatériaux sur les territoires. Je pense que beaucoup de questions se règlent sur les territoires, que ce soit l'économie circulaire et donc le recyclage des déchets, les matériaux réutilisés, comme les matériaux biosourcés. Tout ceci, ça vient des territoires et c'est à ce niveau-là que ça doit être traité. Je l'évoquerai en partie dans la prochaine séance. Y a-t-il une dernière question? Alors, il y en avait une, mais je pense que... Donc, c'est Monsieur Gottlieb Lafranchi qui l'a posée. Alors, je suis pas sûre de la comprendre. Est-ce que Alors, lorsqu'on dit que la demande a été... Oui, peut-être la poser à l'oral, je peux vous dire l'écrit. Donc, est-ce que quand on dit que la demande est évitée, est-ce que cela sous-entend forcément une non-consommation? oui, oui, oui. Demande évitée, c'est effectivement la non-consommation. On évite de faire une certaine consommation. Alors, Eh on ben, peut l'éviter de différentes façons. Hein. C'est en ayant une solution alternative donc meilleure, mais aussi, on voit par exemple la température dans les logements. Bon, ben, plus vous montez en température, plus ça consomme d'énergie. Donc, effectivement, vous évitez les consommations simplement en ayant des niveaux de confort plus faibles. Enfin, des niveaux oui, de température plus faibles. Alors, je suis un peu sur cette question-là. J'ai un cas qu'on avait primé au niveau de construction 21, donc de rénovation, de rénovation de KTR, qui est une entreprise internationale, mais son siège à Lyon, et qui a énergie positive, donc vraiment un projet extrêmement performant, utilisant de stockage géothermique, des pompes à chaleur, des photopiles, enfin du photovoltaïque hybride, c'est-à-dire à la fois chaleur et énergie, enfin, un système très optimisé. Et ils sont à énergie positive avec des températures de confort de 24 degrés, ce que je trouve beaucoup. Et donc, vous voyez que bon, mais quand vous avez les solutions techniques, enfin, s'il baissait la température à 20 degrés au lieu de 24 en hiver, il gagnerait 10% quand même de la consommation d'énergie en plus. Mais bon, donc voilà. Mais consommation évitée, c'est effectivement de la consommation qu'on ne fait pas. Et c'est celle qui a l'impact environnemental le plus faible, évidemment. Très bien. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre présence. Donc, la prochaine conférence aura lieu donc le 24 mars. Et donc, on traitera des questions de vivant, de la biodiversité, des services écosystémiques, enfin, une vision complémentaire de celle qu'on peut avoir au niveau du climat et qui est au moins aussi importante que celle qu'on vient de traiter aujourd'hui. Merci de votre présence et puis donc à bientôt. Et puis n'hésitez pas à contacter le pôle si vous avez des questions. On est évidemment au service de ce changement.
Merci.